Soyez vous-même. C'est une phrase que l'on retrouve dans les discours d'adieu, les livres de développement personnel et les discours d'encouragement avant les premiers rendez-vous, comme si l'authenticité était aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. Mais sous ces conseils bien intentionnés se cache une question complexe. Que signifie réellement être soi-même dans un monde qui exige constamment des performances? Les profils de médias sociaux, les entretiens d'embauche et même les conversations ordinaires nous obligent à nous métamorphoser, à modifier nos mots et nos gestes pour répondre aux attentes. L'ironie est palpable. La recherche de l'authenticité ressemble souvent à un autre rôle à jouer. L'hypothèse la plus répandue est qu'être authentique signifie s'exprimer sans filtre, en laissant libre cours à ses pensées et à ses impulsions. Pourtant, les recherches en psychologie suggèrent une réalité bien plus nuancée. L'authenticité n'est pas un état statique de pure transparence, c'est un processus stratifié et dynamique. Ce que nous sommes, ou ce que nous croyons être, change en fonction des contextes, des identités et des intentions. Une personne peut s'exprimer avec audace entre amis et hésiter dans une salle de réunion, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que différentes facettes d'elle-même émergent sous différentes pressions. La véritable authenticité ne consiste peut-être pas à ignorer ses forces extérieures, mais à les gérer en toute connaissance de cause. En fin de compte, être soi-même ne consiste pas à se débarrasser de tous les masques. Il s'agit de savoir lesquels vous appartiennent. La croyance profondément ancrée en un vrai moi singulier et immuable est l'un des mythes les plus tenaces de la modernité. Cette notion suggère qu'enfouie sous nos adaptations sociales se trouve une version pure et essentielle de nous-mêmes qui attend d'être découverte, comme un artefact archéologique préservé dans les sédiments de la socialisation. Cependant, la philosophie et la psychologie contemporaine révèlent une réalité bien plus dynamique. Le philosophe Daniel Dennett conçoit la conscience elle-même comme un centre de gravité narratif, qui n'est pas une entité fixe mais une histoire en constante évolution que nous racontons pour donner un sens à nos expériences. Le psychologue Dan McAdams développe cette idée en montrant qu'à partir de l'adolescence, nous construisons des récits de vie élaborés qui donnent de la cohérence à nos identités. Ces récits ne sont jamais définitifs. Nous les révisons continuellement en fonction de nos nouvelles expériences, relations et connaissances. La théorie de l'identité sociale montre que l'image que nous avons de nous-mêmes change radicalement en fonction du contexte. En classe, nous pouvons incarner l'étudiant assidu. Avec nos amis d'enfance, nous revenons aux plaisanteries et aux comportements de notre jeunesse. Dans le cadre professionnel, nous adoptons le lexique et les manières de notre secteur d'activité. Il ne s'agit pas de duplicité, mais de l'expression naturelle de notre humanité aux multiples facettes. La tension apparaît lorsque différentes sphères sociales entrent en collision, par exemple lorsque des collègues de travail voient notre présence occasionnelle sur les médias sociaux ou lorsque des membres de la famille se rendent sur notre lieu de travail. Le phénomène de l'effondrement du contexte sur les médias sociaux constitue une étude de cas convaincante. Les individus doivent concilier des publics disparates, patrons, grands-parents, amis, avec une seule représentation d'eux-mêmes. La personne accusée d'être fausse en ligne peut simplement s'atteler à la tâche impossible de présenter un moi unifié à des publics radicalement différents. Dans ce contexte, l'authenticité n'est pas tant une question de cohérence que d'intentionnalité. Il s'agit de comprendre quelles adaptations servent nos valeurs authentiques et lesquelles découlent de la peur ou de la prétention. La théorie dramaturgique d'Erving Goffman révèle l'inéluctable théâtralité de la vie quotidienne. Son ouvrage fondateur, The Presentation of Self in Everyday Life, la présentation de soi dans la vie quotidienne, démontre que même nos comportements les plus naturels suivent des scripts sociaux. Le personnage du professeur dans l'amphithéâtre, la voix enjouée du garçon de café au service de la clientèle, l'impression soigneusement préparée du premier rendez-vous, tous ces comportements impliquent une performance consciente ou inconsciente. La distinction établie par Goffman entre l'avant-scène, performance publique, et l'arrière-scène, détente privée, explique pourquoi nous nous sentons épuisés après une interaction sociale prolongée. Nous avons maintenu une performance. Même seuls, nous ne sommes jamais complètement hors scène. Nous répétons les conversations, imaginons les perceptions des autres et intériorisons les attentes de la société. Les médias sociaux ont transformé l'authenticité en une performance paradoxale. Les plateformes promettaient initialement un espace de connexion réel, mais elles ont plutôt créé des théâtres élaborés d'authenticité. L'essor des contenus bruts, confessions déchirantes, routines matinales non éditées, suit sa propre esthétique soigneusement construite. Les influenceurs savent que la vulnérabilité stratégique génère de l'engagement, transformant l'authenticité en monnaie d'échange. Cela crée ce que les sociologues appellent le paradoxe de l'authenticité. Plus on essaie de prouver que l'on est vrai, plus cela devient performant. L'hypothèse problématique selon laquelle la transparence radicale équivaut à l'authenticité ne tient pas compte du fait que les liens sociaux exigent du tact et des limites. Le concept de parésia, franc-parler,
de la philosophie grecque antique reconnaissait cette tension. Tout en valorisant le fait de dire la vérité, il reconnaissait également que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites dans tous les contextes. La théorie de l'autodétermination, Deci et Ryan, fournit un cadre solide pour comprendre l'authenticité en tant que congruence psychologique. Leurs recherches montrent que les gens font l'expérience de l'authenticité lorsque leurs actions s'alignent sur leurs valeurs profondes et leurs motivations intrinsèques, plutôt que sur des pressions externes ou des attentes introjectées. Cela explique pourquoi nous nous sentons faux lorsque nous nous conformons à des normes auxquelles nous ne croyons pas vraiment, même si nous le faisons volontairement. La théorie identifie 3 besoins psychologiques fondamentaux, l'autonomie, la compétence et la relation, qui doivent être satisfaits pour un fonctionnement authentique. Lorsque ces besoins sont satisfaits, les gens font preuve d'une plus grande vitalité, d'une plus grande motivation et d'un meilleur sens de soi. La psychologie humaniste de Carl Rogers développe ce concept à travers sa théorie de la personne qui fonctionne pleinement. Selon Rogers, la santé psychologique émerge lorsqu'il y a congruence entre l'image de soi, l'expérience réelle et l'expression extérieure. La personne qui nie les émotions désagréables ou qui présente une fausse façade pour obtenir l'approbation vit dans un état d'incongruence, ce qui engendre l'anxiété et la dépression. L'approche thérapeutique de Rogers était axée sur la création de conditions permettant aux clients d'accéder à leurs expériences authentiques et de les accepter, ce qu'il appelait le processus de valorisation organismique. Les neurosciences modernes soutiennent ce point de vue, en montrant comment la tromperie et l'auto-aliénation activent des réactions de stress dans le cerveau. Le paradoxe des états de flux, Csikszentmihalyi, révèle une autre dimension de l'authenticité. Lorsque nous sommes profondément immergés dans une activité significative, qu'il s'agisse de jouer de la musique, de résoudre des problèmes ou d'engager une conversation profonde, nous oublions paradoxalement d'être nous-mêmes et nous nous sentons pourtant très authentiques. Ces expériences autotéliques, activités autonomes réalisées pour elles-mêmes, abolissent temporairement la frontière entre le soi et l'action. Cela suggère que l'authenticité n'est peut-être pas tant une question de focalisation sur soi que d'engagement total dans la vie. Les artistes décrivent souvent cet état comme celui d'un canal pour quelque chose qui les dépasse, tout en se sentant profondément fidèles à leur nature. La psychologie interculturelle révèle comment l'authenticité est construite culturellement. Les cultures individualistes occidentales, en particulier les États-Unis, définissent généralement l'authenticité comme l'expression de soi, c'est-à-dire l'expression des pensées intérieures, la poursuite des désirs personnels et l'affirmation de l'individualité. Les héros américains emblématiques sont les rebelles et les anticonformistes. En revanche, de nombreuses cultures orientales collectivistes considèrent l'authenticité comme une harmonie relationnelle, remplir correctement les rôles sociaux, prendre en compte les besoins des autres et maintenir la cohésion du groupe. Au Japon, par exemple, le concept de on, vrai sentiment, et de tatma, façade publique, reconnaît cette dualité non pas comme une hypocrisie mais comme une sophistication sociale. Aucun des 2 cadres n'est intrinsèquement plus authentique. Ils représentent des solutions culturelles différentes aux défis humains universels qui consistent à concilier les besoins individuels et collectifs. L'intersectionnalité de l'identité complique encore l'authenticité. Les groupes marginalisés sont confrontés à ce que W.E.B. Du Bois appelait la double conscience, c'est-à-dire la nécessité de se voir à la fois à travers ses propres yeux et à travers le regard plein de préjugés de la société. Le changement de code n'est pas une question d'inauthenticité mais de survie. Le professionnel noir qui modère son discours dans les entreprises, la femme cadre qui trouve un équilibre entre l'assurance et la sympathie, la personne homosexuelle qui calcule la part de son identité qu'elle doit révéler dans différents espaces. Le concept de travail émotionnel de la sociologue Harley Hochschild montre comment les travailleurs du secteur des services doivent fabriquer des émotions prescrites, l'hôtesse de l'air joyeuse, l'infirmière compatissante, sans tenir compte de leurs sentiments réels. Ces exemples révèlent que l'authenticité n'est pas accessible à tous de la même manière, c'est un privilège façonné par la dynamique du pouvoir. Pour dépasser les notions simplistes d'authenticité, il faut en accepter la nature dynamique. La théorie sujet-objet du psychologue Robert Kagan suggère que le développement personnel se produit lorsque des aspects de notre identité qui étaient auparavant sujets, des parties de nous-mêmes non remises en question, deviennent objets, des choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et que nous pouvons éventuellement changer. Cela signifie que notre sentiment d'authenticité doit évoluer au fur et à mesure que nous nous développons. Ce qui paraissait authentique à 20 ans peut sembler faux à 40 ans, non pas parce que nous mentirions auparavant, mais parce que nous avons grandi. Le travail sur l'ombre de Jung offre une autre dimension cruciale. Selon Jung, la plénitude exige l'intégration des parties reniées de nous-mêmes, les traits de caractère, les désirs et les impulsions que nous avons réprimés parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. La personne pudibonde qui nie sa sexualité,
L'altruiste qui refuse de reconnaître ses pulsions égoïstes, l'optimiste qui réprime sa colère crée ce que Jung appelle une persona, un masque social, au détriment de la complétude. Dans ce cadre, l'authenticité consiste à reconnaître notre pleine humanité, y compris les parties inconfortables. En fin de compte, une vie authentique peut ressembler à ce que le philosophe Kierkegaard appelait la vérité subjective, non pas un fait objectif sur notre identité, mais l'engagement passionné et personnel de vivre en accord avec nos valeurs au milieu des incertitudes de la vie. C'est reconnaître que nous sommes multiples, comme l'a écrit Walt Whitman, que nous pouvons être cohérents dans nos principes tout en étant flexibles dans nos expressions, et que devenir vrai n'est pas une fin en soi mais une conversation permanente entre ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous sommes en train de devenir. Le voyage vers l'authenticité n'est pas, comme nous l'imaginons souvent, un chemin rectiligne vers une version pure et sans phare de nous-mêmes qui attendrait d'être découverte. Il s'agit plutôt d'une route sinueuse à travers les paysages superposés et parfois contradictoires de l'identité, de la performance et de la croissance. Le mythe de l'authenticité en tant qu'expression de soi sans filtre, ou pire, en tant que cohérence rigide dans tous les contextes, s'effrite sous le poids de l'expérience vécue. La véritable authenticité ne consiste pas à se débarrasser de tous les masques, mais à savoir lesquels nous servent, lesquels nous protègent et lesquels nous pourrons enfin nous débarrasser lorsque nous serons prêts. Il en ressort une compréhension plus riche et plus nuancée de la réalité. Il s'agit de cohérence, et non de constance, c'est-à-dire de l'alignement de nos actions sur nos valeurs profondes, même si celles-ci évoluent. Il s'agit de la présence, c'est-à-dire de la capacité à se montrer pleinement à un moment donné, à l'écoute de soi-même et du monde qui nous entoure. Et c'est la raison d'être, le choix intentionnel de grandir, de s'adapter et parfois même d'agir de manière à servir quelque chose de plus grand que nos impulsions immédiates. Cette forme d'authenticité est désordonnée. Elle implique de faire de la place à nos contradictions, les parties de nous qui sont audacieuses et craintives, généreuses et égoïstes, sûres et interrogatives. Cela signifie nous pardonner les rôles que nous avons joués pour survivre, même si nous nous efforçons de faire preuve d'une plus grande honnêteté. Et cela signifie reconnaître que devenir vrai n'est pas une destination mais une pratique, qui exige de la patience, de l'autocompassion et le courage d'exister dans la tension entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « sois toi-même », souriez à la simplicité de ce conseil. Vous n'êtes pas un seul moi, mais plusieurs, une mosaïque d'histoires, de rôles et de possibilités. Être authentique, ce n'est pas choisir une seule version à fixer en place. C'est embrasser l'art dynamique, imparfait et tout à fait humain du devenir.